On va peut-être commencer juste je vais vous présenter ceux qui vont être avec moi aujourd'hui pour cette petite séance-là. Donc, on a une belle équipe qui vient nous prêter main forte pour répondre aussi à des questions qui pourraient être un petit peu plus techniques de votre part. Donc, je vais commencer par moi ici, Nadine Deslauriers-Varin. Je suis professeure à l'Université Laval en criminologie depuis le début de l'ouverture du programme de criminologie à l'Université Laval, donc en 2012. J'agis maintenant depuis 1 an comme directrice des programmes de premier cycle en criminologie. Donc, c'est à ce titre-là que je vous rencontre aujourd'hui pour vous parler du programme de criminologie. Se greffe à moi, ou en tout cas vient avec moi dans cette présentation-là, Sophie Étier, qui est professeure aussi à l'Université Laval, à l'École de travail social et de criminologie, donc au sein de la même école qu'on travaille, et qui, elle, est la directrice nouvellement en poste. Alors, je vous mets tout de suite en contexte. Là, Sophie est arrivée formellement en poste il y a 2 jours. Donc, elle vient ici, puis elle va pouvoir pouvoir vous présenter au mieux de ses connaissances le programme, mais elle viendra aussi, il y aura d'autres personnes qui vont venir nous aider là, pour elle aussi l'aider à bien présenter les choses. Donc, on lui dit bonjour et bienvenue en poste en même temps à Sophie Étier. Se greffe aussi Gisèle Lafleur, qui est notre conseillère à la faculté des études, à la faculté pas la faculté des études supérieures, mais à la faculté des sciences sociales, à la gestion des études. Qui est ici aussi. Isabelle Duclos-Proto, même chose, qui est assignée au programme de criminologie à la gestion des études aussi, qui est notre agente assignée. Et finalement, Caroline Clavet, qui est avec nous aussi, qui, elle, vient du SPLA, qui est responsable, tu me diras si je me trompe, Caroline, mais qui est responsable de nos programmes pour pouvoir aider nos étudiants aussi à bien cheminer au cours de leur parcours, puis déjà se faire des expériences, ou en tout cas voir venir le marché du travail, puis préparer leur cursus et leur curriculum pour arriver bien ferrés quand ils sortent là, au niveau après leurs études. Ici, puis bien sûr, je remercie tout de suite Annie Picard, pardon, qui nous a aidés à organiser tout ça aujourd'hui. Donc, je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez voir un peu l'information qu'on comptait vous donner aujourd'hui. Donc, l'idée était aujourd'hui de vous présenter un peu, je dirais grosso modo, on a 1 heure devant nous, mais on veut se laisser de la place aussi à vos questions. On sait que vous avez probablement vous-même des questions qui vont orienter la séance d'aujourd'hui. Je vous dirais, si c'est des questions qui sont directement reliées à ce qu'on est en train de vous présenter, n'hésitez pas à peut-être faire signe ou activer votre micro, poser des questions. Mais si vous sentez que c'est quelque chose qui va nous demander un petit peu plus de temps de réponse ou qui va rentrer dans des nuances, peut-être garder ça pour la séance ou la partie des questions vers la fin. Ça va peut-être être plus facile pour nous de rester dans la structure puis s'assurer qu'on vous donne toutes les informations nécessaires d'ici la fin de la rencontre. Donc, l'idée était aujourd'hui de vous présenter différents aspects des 2 programmes. On a décidé de le faire de façon conjointe parce que, de un, on est au sein de la même école. Donc, c'est 2 programmes qui sont en fait 2 disciplines et 2 ordres professionnels distincts, mais qui se retrouvent au sein de la même école, donc l'École de travail social et de criminologie. Donc, l'idée était de vous présenter puis de ces 2 programmes-là de façon conjointe, mais en même temps, en sachant que souvent, il y a des... Puis vous serez mieux placé pour me le dire, là, mais ma perception quand je rencontre les étudiants, en tout cas, c'est que souvent, il y a pas une confusion, mais des fois, il y a un doute par rapport à où est-ce qu'ils veulent s'enligner dans les grandes disciplines d'intervention. Je sais que nous, en criminologie, les étudiants qui viennent vont souvent se questionner, est-ce que je veux m'en aller plus en travail social, en criminologie, en psychologie? Des fois, on a des étudiants plus vers le droit. Donc, l'idée était aussi aujourd'hui d'en profiter pour comparer ces deux disciplines-là, qui est le travail social et la criminologie, mais en même temps, vous montrer les points communs des 2 disciplines parce qu'il y en a plusieurs, bien entendu. Ce n'est pas pour rien qu'on est au sein de la même école. Donc, comparaison et spécificité. Ensuite de ça, on va rentrer un petit peu plus dans les programmes spécifiques au niveau du bac en travail social puis du bac en criminologie. Les préalables, ça doit être aussi des questions que vous vous faites poser. Donc, les préalables de ces 2 baccalauréats-là.
On voulait en profiter pour vous parler un petit peu du baccalauréat multidisciplinaire, qui est une option aussi qui peut être envisageable ou envisagée par les étudiants. Puis d'autres petites informations supplémentaires là, au niveau des, je dirais, des plus-values ou des aspects qui sont intéressants peut-être à mettre de l'avant quand vous rencontrez certains étudiants qui se questionnent par rapport à leur futur. Donc, c'est l'idée de ces 5 grands points-là. Puis ensuite de ça, on terminera par une partie de questions s'il y en a rendu là. Donc, si ça va à tout le monde, je vais continuer. Donc, la première partie étant de vraiment essayer de comparer. Puis, c'est jamais très, je dirais que c'est jamais très évident pour quelqu'un qui n'a pas été, qui n'a pas navigué ou qui n'a pas été ou qui n'a pas commencé son programme de vraiment comprendre les spécificités propres à ces 2 disciplines-là. Je vous dirais que de façon générale, si je résume, puis là, Sophie, tu me diras là, si tu trouves que je vulgarise trop, puis je ramène ça trop à quelque chose de trop simpliste, mais je dirais qu'en criminologie, on forme des gens qui vont être des experts, entre guillemets, des experts du phénomène criminel. Et donc, leur expertise est vraiment associée à la compréhension du phénomène criminel, en sachant que le phénomène criminel a plusieurs facettes. Donc, ils vont avoir de l'information sur l'événement criminel, sur l'individu qui va commettre ces crimes-là ou qui va être déviant, sur les victimes potentielles de ces délits-là ou cette déviance-là, et aussi sur l'environnement qui va favoriser les opportunités et l'arrivée ou l'émergence, le développement d'une criminalité potentielle ou d'une déviance. Donc, il y a plusieurs sphères à la criminologie, puis c'est pour ça qu'on dit souvent qu'elle est multidisciplinaire, parce qu'on va avoir des cours qui sont plus à saveur psycho, à saveur sociologie, à saveur droit aussi. On va avoir des cours de droit parce que les étudiants doivent bien comprendre le cadre légal dans lequel tout ça s'inscrit. Puis, il va y avoir donc des cours assez variés. Et vient à ça tout l'aspect de l'intervention dans ce contexte-là. Ce qui fait qu'en criminologie, les étudiants qui vont faire de l'intervention, si c'est la branche qu'ils veulent suivre, l'intervention va être très axée sur les problématiques de déviance ou de délinquance. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on compare avec le travail social n'a pas l'objectif de former des étudiants qui sont des experts dans la délinquance ou dans le crime. Le travailleur social va être un expert dans l'intervention. Ce qui veut dire qu'on forme à travers le programme de travail social des intervenants qui sont capables d'intervenir dans des facettes multiples et des situations multiples, que ce soit le vieillissement, que ce soit les relations familiales, que ce soit, oui, ils vont toucher à des aspects de dépendance, de délinquance, d'itinérance qui sont, et c'est là qu'on voit les ramifications avec le programme de criminologie puis l'intervention en criminologie. Mais l'objectif principal, c'est vraiment de former des intervenants qui vont être capables de s'adapter à toutes les problématiques. Et là, une fois que ça, cette expertise-là de base est faite, là, on peut se développer des expertises dans certains champs ou certaines populations particulières, mais ce n'est pas axé principalement sur le phénomène criminel ou sur les problématiques criminologiques. Alors qu'en criminologie, si je reviens pour boucler la boucle, on va vraiment essayer de former des intervenants pour ceux qui veulent s'en aller dans cette branche-là, mais des intervenants qui sont spécialisés d'emblée avec cette population-là qui a des problématiques particulières au niveau de la déviance, de la délinquance ou de la marginalité. Donc, quand on voit ces 2 grandes disciplines-là, c'est sûr aussi qu'on peut voir qu'il y a d'autres disciplines connexes d'intervention qui ne sont pas si loin que ça, donc notamment la psychologie. Je sais, comme je vous disais tantôt, que la psychologie est souvent une des disciplines, en tout cas à tout le moins en criminologie, où les étudiants hésitent et ne savent pas trop. Puis rapidement, la psychologie, la façon dont, en tout cas moi, je le vois en toute humilité, la psychologie va encore une fois former des personnes qui vont être capables d'intervenir dans certaines situations, puis de faire de la thérapie ou travailler, mais vraiment, encore une fois, dans des disciplines, en fait, dans des problématiques très variées. Et ne va pas nécessairement faire des fois, on va plus le voir comme une compréhension de l'individu particulière, plus que nécessairement la situation dans laquelle cette problématique-là va s'insérer. Donc, les psychologues vont
plus développé ou en psychologie, dans le programme en psychologie, on développe une grande connaissance de l'individu. Donc, l'information qu'on développe, qu'on acquiert à travers le baccalauréat va être une information ou va être des connaissances basées sur l'individu, son cheminement, son développement. Et donc, parfois, on va voir aussi des gens en psychologie qui vont s'enligner vers les problématiques de délinquance parce que l'individu est au champ ou au cœur de leurs intérêts. Donc, j'essaie de vous dire ça juste pour vous positionner un peu ces grandes disciplines-là en espérant que ça vous aide vous-même après ça à mieux comprendre les distinctions entre les différentes disciplines. Puis, quand même voir les points communs, mais aussi les distinctions ou les points particuliers ou les spécificités de chacune de ces disciplines-là. Donc, c'était un peu la première partie où je voulais vous contextualiser un peu ces différentes disciplines-là. Quand on arrive ici au niveau des objectifs, bien, vous pouvez le voir, on a essayé de le faire de façon comparative pour que vous puissiez quand même bien comprendre ou en tout cas visuellement voir aussi les différences et les points communs. Vous allez voir que si vous regardez pour criminologie, au niveau, comme je l'ai dit, je pense que j'ai déjà un peu discuté déjà de cet aspect-là, mais l'idée va être donc d'acquérir des connaissances au niveau du domaine du phénomène criminel et de développer donc des habiletés de base en relation d'aide en contexte d'autorité principalement. Donc, notre intervention se fait auprès de clientèle ou de populations qui sont déjà marginales ou qui sont déjà dans une problématique de déviance ou de criminalité bien ancrée. Et on va les aider à ce moment-là à développer une expertise d'intervention. Souvent, on va dire en contexte d'autorité, justement parce qu'on va avoir un rôle ou un emploi qui va nous amener à les rencontrer alors qu'ils sont déjà dans une problématique plus ou moins bien établie. Au niveau du travail social, je ne sais pas, Sophie, si tu veux prendre un peu la balle puis dire un peu les grandes lignes du travail social ou... Oui, bonjour tout le monde. Donc, en fait, en travail social, on va s'intéresser beaucoup à tous les facteurs sociaux puis environnementaux qui sont à la base des problèmes sociaux auxquels sont confrontés là, les gens avec lesquels on travaille. Donc, on va aller voir parce qu'on constate là, que l'environnement puis les facteurs sociaux vont beaucoup soit créer les problèmes sociaux, les maintenir ou les renforcer. Donc, on va essayer de travailler en fait à ce niveau-là pour essayer là, de délier ou dénouer où sont ces enjeux-là pour les individus. Donc, on va regarder, comme on le voit là, un peu ici sur la diapo, on va s'intéresser à des problématiques là, de justice sociale. On va avoir beaucoup un rôle de défense de droits des personnes. Donc, on va s'intéresser, comme on considère là, que les problèmes se situent au niveau de la société. Donc, on va remettre en question des choses, on va les aider là, à trouver là, des façons de faire changer les choses. Donc, on va tenter de créer des changements là, dans la société. On va également s'intéresser, comme Nadine le disait tantôt, à des clientèles très variées, des enfants jusqu'aux personnes âgées et jusqu'à la fin de vie. Donc, on peut être impliqué à peu près à tous les niveaux là, du développement humain des personnes. Et on va toucher toutes sortes là, de problématiques, santé mentale, toxicomanie, itinérance, proche aidance, situation de violence conjugale, violence familiale, situation de pauvreté. On va beaucoup travailler avec des gens qui ont des difficultés au plan là, socio-économique, donc tenter là, de leur donner un petit peu plus de pouvoir sur leur propre situation, leur propre vie, en fait, pour les aider là, à poursuivre là, dans de meilleures conditions. Là. Donc, c'est dans ce sens-là. Et bon, on voit ici qu'on va être initié donc, à la diversité de toutes sortes, que ce soit ethnoculturelle, sexuelle, donc des personnes. Donc, on va travailler en lien avec ça. Et en ce sens-là, on est très proche des ressources communautaires du milieu. Donc, on va aller solliciter les organismes. On connaît très bien les organismes qui sont en mesure d'aider les personnes. Donc, on va beaucoup travailler en partenariat avec tous les organismes autour qui vont pouvoir aider là, les personnes avec lesquelles on travaille. Donc, je dirais peut-être juste ça, là, Nadine, pour ne pas prendre trop de temps. C'est parfait. Merci. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Vous allez voir je les prends en note, là, puis on va être capable d'y répondre là, au fur et à mesure. Vous allez voir dans les prochaines diapositives qui s'en viennent. Donc, ensuite de ça, ça avance plus. Bon, OK.
Donc, on pensait aussi commencer en vous présentant un peu les milieux d'emploi. Puis, vous allez voir qu'encore une fois, les milieux d'emploi de ces deux disciplines-là se recoupent dans la mesure où si en travail social, justement, la personne veut développer une certaine expertise ou un intérêt particulier pour ces clientèles-là qui sont marginalisées ou avec des problèmes de santé mentale ou d'itinérance, etc., bien, forcément, ça va être des endroits ou des milieux qui vont se recouper encore une fois, puis où autant des criminologues que des travailleurs sociaux pourraient venir travailler. Donc, vous allez voir que c'est difficile de faire rentrer sur une seule et même diapositive toutes les possibilités de milieux d'emploi pour les deux disciplines. Donc, on vous en a mis, je vous dirais, les plus communs, les plus classiques, en sachant très bien que ce n'est pas exhaustif et qu'il y a beaucoup plus d'endroits que ça où c'est possible d'aller travailler à la suite d'un baccalauréat en criminologie ou en travail social. Moi, c'est ce que je dis toujours quand je rencontre souvent les étudiants aux portes ouvertes. Je trouve que c'est des disciplines qui sont fantastiques dans la mesure où ça ne les mène pas à un seul et unique emploi, ça mène à autant d'emplois qu'il y a de possibilités quasiment dans la mesure où, selon les clientèles, selon les problématiques qui nous intéressent, on va pouvoir aller travailler puis trouver sa place dans différents endroits, dans différents milieux. Et c'est ce que je trouve qui est très riche et stimulant parce que même si pendant un certain temps, ils font quelques années dans certains milieux, bien, ils peuvent tout à fait changer par après, puis changer de clientèle, changer de problématique, changer de milieu. Ça rend ces deux disciplines-là très stimulantes. Puis, je pense que ça fait en sorte qu'on a un bon taux de placement aussi parce que les milieux d'emploi sont tellement vastes que c'est sans problème pour eux, généralement, de se trouver un emploi par la suite. Donc, en criminologie, je vais peut-être commencer comme ça. La criminologie, on va penser au centre jeunesse, autant au niveau de la direction de la protection de la jeunesse que de la LSJPA, plus au niveau des jeunes contrevenants. Tout ce qui est les services correctionnels fédéral, provincial, on pense autant aux établissements de détention au niveau fédéral ou provincial, donc pénitencier ou prison. On va penser au bureau de probation, au bureau de libération conditionnelle, maisons d'hébergement, maisons de transition, donc les CRR, ou les CRC et les CCC, donc les centres résidentiels communautaires ou les centres correctionnels communautaires. Donc, il va y avoir des gens qui vont pouvoir aller travailler là auprès quand on est dans les maisons d'hébergement ou les maisons de transition, ben, des gens qui font une réinsertion sociale suite à un crime ou un délit qui a été commis. On pense aussi, je vous l'ai dit, que la criminologie avait aussi tout le volet de la victimisation. Donc, on va avoir aussi des personnes formées en criminologie qui vont aller travailler dans les centres d'aide pour les victimes ou dans des ressources communautaires axées pour aider ou venir en support aux victimes ou à des problématiques particulières quand on pense à la dépendance, quand on pense à la violence conjugale. Donc, c'est des endroits où ça va être possible d'aller travailler. Donc, beaucoup d'organismes communautaires. On pense dans la région de Québec, tout ce qui est problématique je dirais sexuelle, gestion des émotions, colère. Ça va être aussi des endroits où on va avoir des étudiants qui vont pouvoir aller travailler. Les milieux plus, je dirais, santé, donc les CIUS puis les CI3S. J'ai toujours de la misère avec ces acronymes-là. Donc, puis aussi les milieux scolaires. Donc, il va y avoir quand même une grande diversité malgré que la formation soit en relation d'aide, plus spécifiquement sur les populations à risque ou vulnérables et avec une problématique de délinquance. Au niveau du travail social, Sophie, je te laisserai peut-être présenter les milieux les plus communs. Oui, bien, vous voyez la liste qui est là. Je ne vais pas relire la liste, mais peut-être juste mentionner qu'on peut séparer ça en deux grandes catégories, si on veut. D'abord, tout ce qui est le réseau institutionnel, le réseau de la santé, surtout santé et services sociaux. Donc, on a là des intervenants des travailleurs sociaux qui se retrouvent à la DPJ, en protection de la jeunesse, soit en soutien à domicile, en CLSC, CHSLD, hôpitaux, donc tous les milieux là, institutionnels. Et la majorité de nos étudiants se retrouvent dans ces milieux-là. Mais on a aussi toute l'autre partie qui est plus le milieu communautaire, où là, il y a toutes sortes de problématiques là, selon tout ce que j'ai nommé tantôt, là, selon la clientèle qui nous intéresse. Donc, tous les milieux communautaires qui sont plus en prestation de services ou encore en défense de droits.
Puis il y aurait peut-être de milieu scolaire, là, je t'ai entendu dire le milieu scolaire. Je ne sais même pas s'il y en a encore des travailleurs sociaux en milieu scolaire, mais il y en a beaucoup moins qu'il y en avait. Dans mon temps, il y avait des travailleurs sociaux dans toutes les écoles. Là, maintenant, c'est beaucoup moins, mais je pense qu'il y en a encore des travailleurs sociaux dans les écoles aussi. Donc, en tout cas, on a aussi une grande variété là, de milieux dans lesquels on peut travailler sans problème là, comme travailleurs sociaux. Dans le milieu communautaire, on ne demande pas forcément d'être membre de l'Ordre des travailleurs sociaux, par contre, mais dans le réseau de la santé, là, les postes sont réservés là, pour des travailleurs sociaux. Donc, c'est un peu une distinction importante. On confirme dans le chat, Sophie, qu'effectivement, il y a Oui, encore des travailleurs il y a encore, sociaux hein? OK. ouais, dans les milieux scolaires. Donc, c'est un peu pour ça au niveau des emplois possibles, ce qui fait que vous voyez qu'il y a une très grande diversité de milieux et d'emplois potentiels. Puis, peut-être une petite nuance, je sais qu'en criminologie, puis c'est peut-être différent du travail social à cet effet-là. En criminologie, quand on accède à l'ordre, souvent, c'est les personnes qui veulent s'en aller vers une branche plus d'intervention et de relations d'aide axée en criminologie. Il y a toute une autre partie qu'on appelle le volet un petit peu plus analyse, là, par manque de mots plus parlants, mais une partie un petit peu plus analyse où là, on va faire une réflexion sur les problématiques plutôt que de faire de l'intervention directe ou d'une relation d'aide. Et donc, à ce moment-là, dans les milieux, là, je ne vous les ai pas mis ici parce que généralement, je dirais peut-être que 80% des étudiants qui rentrent dans notre programme vont vouloir aller vers un emploi qui est plus dans le domaine de l'intervention ou de la relation d'aide en criminologie. Puis il y a peut-être un 20% là, qui, après ça, va plutôt vouloir continuer, des fois à la maîtrise, on va en parler plus tard, mais va vouloir continuer avec un cursus un petit peu plus analyse, recherche et va à ce moment-là accéder à d'autres milieux d'emploi aussi qui sont peut-être un petit peu plus au niveau des ministères de la Sécurité publique. On pense à tout ce qui est les organismes de renseignement, de sécurité au niveau fédéral ou provincial, les corps policiers. Donc, c'est c'est d'autres milieux d'emploi que je n'ai pas mis ici, mais qui sont tout à fait accessibles pour nos étudiants aussi suite à leurs études en criminologie. Donc, j'avais une question dans le chat qui demandait les distinctions entre criminologie qui s'offre ici à l'Université Laval versus la façon dont c'est enseigné, puis leur programme à l'UDM, qui est la seule autre place au Québec où il y a un programme de criminologie. Puis je vous dirais qu'à cet effet-là, on va le voir dans quelques diapositives, mais les programmes de base de formation sont très similaires, justement parce que maintenant, il y a l'ordre qui est en place qui vient un petit peu plus réglementer puis encadrer la formation de base. Mais vous allez voir que généralement, il n'y a pas vraiment de distinction entre les deux programmes. C'est sûr qu'il y a des couleurs propres, mais ce n'est pas des enjeux au niveau des cours ou d'une meilleure formation dans telle ou telle venue. Donc, on va le voir dans quelques instants aussi. Au niveau, je vais rentrer rapidement, puis ça, je vais vous l'expliquer assez rapidement parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de temps non plus, mais c'est important de savoir, puis je vais peut-être tout de suite sauter à cette diapositive-ci. Donc, juste pour vous montrer, quand on rentre en criminologie, puis après ça, Sophie pourra faire l'équivalent pour travail social, mais quand on rentre au baccalauréat en criminologie, on considère qu'on a 4 grands blocs différents de formation, de cours de formation qu'on va avoir à suivre à travers notre cheminement. Donc, ce que vous voyez qui est en bleu, c'est le bloc d'activités de formation commune ou les cours obligatoires. Les étudiants vont avoir 60 crédits de cours à faire dans ce bloc-là. Vous voyez que c'est assez varié, mais c'est toujours, comme je vous disais au tout début, axé sur la connaissance ou l'acquisition de connaissances au niveau du droit, au niveau de la psychologie, au niveau de la sociologie, puis de la délinquance de façon générale. Donc, on va avoir des cours d'intervention, oui, mais on va avoir des cours de gestion d'évaluation du risque. Je vous dirais que l'activité la plus qui représente le plus fidèlement un criminologue qui s'en va en intervention, ça va être cette notion-là de gestion et d'évaluation du risque. C'est là où on développe l'expertise des criminologues qui s'en vont en intervention, c'est de savoir évaluer et de mieux comprendre la notion de risque de récidive potentielle des individus qui vont être potentiellement remis en liberté ou qui ne sont pas, qui ne se voient pas assujettis à une sentence au pénitencier ou en prison, mais qui vont avoir peut-être des règles ou des mesures à suivre pour rester un petit peu plus dans appelons ça le droit chemin.
Donc, c'est assez varié, des cours en psycho, des cours en sociaux, des cours de technique d'entrevue, l'histoire générale, de droit. Donc, vous voyez que c'est assez varié. Ensuite de ça, on a le bloc de formation pratique où là, ils vont pouvoir aller choisir 3 cours parmi en fait, les 6 cours possibles ici. Ils vont aller en choisir 3. Et là, c'est vraiment aller je dirais, développer ou acquérir encore plus d'outils pour mieux intervenir dans différents contextes. Donc, on va avoir des cours autant avec les jeunes que surveillance communautaire, expertise à la cour. Donc, c'est assez varié de ce côté-là. Finalement, le 3e bloc qui est un cours de connaissances criminologiques, ce que j'appelle souvent les cours à options dans notre champ, mais qui là, c'est là où on peut aller chercher beaucoup plus en lien avec nos intérêts comme étudiants. Donc, des cours en prévention de la criminalité, en délinquance sexuelle, en police et sécurité, crime organisé. Donc, c'est assez varié de ce côté-là. Puis finalement, le 4e bloc, qui est un bloc de formation complémentaire où là, les étudiants vont vraiment, je dis souvent, c'est le moment d'aller s'éclater puis d'aller voir tout ce qu'ils peuvent voir, puis aller vraiment visiter ou se familiariser avec plein d'autres disciplines qui sont hors champ ou hors discipline, justement. Là. Donc, autant des cours en philosophie que des cours en psychologie, que des cours en musique. Donc, c'est assez varié. Ils ont une grande flexibilité de ce côté-là. Peut-être c'est important de le dire, puis peut-être qu'Isabelle va le mentionner là, tantôt si on a un peu de temps, mais les étudiants doivent, je pense que c'est la même chose en travail social, réussir un niveau d'anglais intermédiaire en fait, pour pouvoir diplômer. Ce qui fait qu'à travers leur bloc de formation qui est en espèce de rose saumon. C'est là où ces cours de cette évaluation-là de l'anglais, de leur niveau d'anglais va être faite. Et c'est là où ils vont pouvoir venir chercher leur cours pour arriver à obtenir ou atteindre le niveau d'anglais qui est requis si ce n'est pas déjà le cas quand ils arrivent. Donc, ils ont quand même tout leur parcours de 3 ans là, pour pouvoir acquérir ce niveau de compétences-là au niveau anglais si ce n'est pas le cas. Rapidement, cheminement. Nous, on fait des admissions seulement à l'automne parce que le cheminement est fait pour que ça soit de cette façon-là. C'est un cheminement où les étudiants peuvent faire un parcours à temps partiel ou à temps plein. Mais c'est sûr que si c'est à temps partiel, les cours s'offrent souvent une fois par année. Donc, si c'est à temps partiel, il faut déjà qu'il y ait un bon support. Puis, on leur dit souvent de tout de suite prendre de contact avec la gestion des études pour être capable d'avoir un cheminement qui ne va pas les pénaliser non plus au long terme, justement parce que nos cours s'offrent à des moments très précis pendant l'année. Et donc, ça vous donne une petite idée ici du cheminement qui leur est proposé. Ça, c'est un cheminement à temps plein, bien entendu, mais on se fie sur ce cheminement-là suggéré pour ceux qui veulent le faire à temps partiel, en sachant que ces cours-là s'offrent à cette session-là particulière. Donc, vous voyez que c'est des sessions assez chargées. On offre des cours à distance où ils ont possibilité d'aller, notamment les cours en rose saumon, ils peuvent les faire. Des fois, c'est des cours qui vont s'offrir à distance. Donc, ça peut leur permettre d'alléger, surtout si les cours sont offerts l'été, d'alléger un petit peu leur session. Là. Mais ça reste un programme qui est assez je dirais, rigoureux en termes de contenu là, à travers leur parcours de 3 ans. Et ce parcours-là de 3 ans se termine au dernier hiver, à l'hiver 3, par un stage obligatoire de formation pratique. Donc, un stage qu'ils vont aller faire d'environ 4 mois dans un milieu pratique. Et encore là, on va le voir tantôt, mais les milieux de stage sont similaires aux milieux d'emploi dont je vous ai fait mention là, tout à l'heure. Ce qui fait que ce stage-là clôture un peu leur programme de baccalauréat et fait en sorte qu'ils peuvent ensuite de ça, suite au programme, accéder à l'Ordre des criminologues du Québec. Donc, c'est un peu le cheminement qu'on leur suggère. Puis donc, rapidement, là, je ne vais pas repasser, là, mais les milieux de stage sont similaires à ce que j'ai dit tantôt. Là, donc, bureau de probation, agent de libération conditionnelle, je voudrais que c'est les deux plus communs là, qu'on va avoir. On va avoir des gens qui vont aller donc dans ces milieux-là de détention, milieu communautaire, en dépendance, santé mentale. Ça, c'est pour les milieux. Je vous dirais que c'est important de savoir que la criminologie à l'Université Laval, c'est développé notamment pour aller
apporter ou porter main forte aux régions plus éloignées parce que Montréal était déjà là puis couvrait déjà la région métropolitaine assez étendue. Et donc, l'Université Laval a réussi à vraiment venir assouvir les besoins au niveau de la clientèle plus dans les grandes régions. Et ce qui fait que quand on arrive au niveau des stages, c'est possible aussi pour ces étudiants-là qui arrivent du Bas-Saint-Laurent ou du Saguenay ou je sais pas, de Gatineau. On en a eu à travers vraiment, c'est assez étendu dans la géographie là, du Québec, qui peuvent justement retourner faire leur stage dans leur région. C'était aussi l'intérêt puis un objectif qu'on avait au niveau du baccalauréat. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Je ne vais pas rentrer dans tout le processus d'attribution du stage. Là, ce sera quelque chose avec les étudiants de toute façon qui rentreront, que ce sera amplement discuté. Mais juste pour vous, que vous sachiez que les stages, c'est possible de les faire dans leur région. Puis c'est aussi possible de faire des stages à l'étranger. On a aussi des partenariats qui sont possibles là, pour ces étudiants-là qui seraient intéressés à sortir. On en a eu qui sont allés au Brésil, en France, en Guadeloupe. Donc, c'est des possibilités de ce côté-là aussi. Peut-être rapidement, juste vous dire, là, cette année, ça vous donne une petite idée, là, mais à la limite, je vous le dis vraiment rapidement parce que c'est peut-être l'inverse de ce que c'est d'habitude. Là. Cette année, on a réussi à offrir plus de places dans la grande région de Québec, ce qu'on veut dire, on couvre ici Capitale-Nationale, puis Chaudière-Appalaches, donc région 0, 3 et 12. Mais généralement, je vous dirais que c'est l'inverse. On a beaucoup plus de stages qui vont être faits à l'extérieur de la grande région de Québec, donc Estrie, Saguenay, Gaspésie et tout ça. Donc, ça vous donne un petit peu le portrait, moitié-moitié, mais en réalité, là, je pense qu'habituellement, dans les années antérieures, c'était vraiment l'inverse qu'on voyait. Là, je pense que dû à la situation socio-sanitaire puis COVID, là, on a été capable de développer les stages de façon un peu différente puis d'innover cette année. Donc, c'est peut-être un portrait qui est pas nécessairement si loin, mais qui n'est pas nécessairement si fidèle non plus à ce que vous allez voir en temps normal. Ici, pour toi, Sophie ou Gisèle, là, selon qui veut prendre la balle. Gisèle, est-ce que tu veux y aller juste pour ce bout-là, puis tu m'interpelles quand tu as besoin de moi? Oui, ça me ferait plaisir. Bonjour tout le monde. Donc, pour le bac en travail social, on parle de 2 séquences de formation. En fait, c'est que un étudiant régulier qui sort d'un DEC général là, en sciences humaines ou peu importe, donc il y a 72 crédits obligatoires, 21 crédits optionnels. Comme le mentionnait Nadine tout à l'heure, dans les autres exigences, en travail social, on a 9 crédits. En criminaux, il y en a 12. Puis dans ces crédits-là, comme elle le mentionnait, il y a l'exigence d'anglais qui doit être satisfaite pour la diplomation. Et on en parle dès l'admission parce que les étudiants souvent ne réalisent pas, mais ils doivent passer un test. Et si l'atteinte du niveau est obtenue par la réussite du test, ils ont vraiment 9 crédits hors discipline à leur choix. Ce qui n'est pas le cas s'ils doivent faire, par exemple, 4 cours d'anglais pour obtenir le niveau exigé. Et il y a seulement l'intermédiaire 2 qui peut compter dans leur programme. Donc, ça leur laisse moins d'options à ce moment-là pour les cours d'autres disciplines. Et pour les étudiants qui terminent une technique en travail social, eux ont 24 crédits crédités. Donc, ça, c'est très intéressant pour eux parce qu'ils ont 7 cours obligatoires de moins à faire, un cours à option de la discipline de moins à faire aussi. Et ils ont les mêmes crédits là, des autres exigences. C'est sûr qu'un étudiant qui dirait oui, mais moi, j'aime ça vraiment, puis je veux refaire ces cours-là, c'est trop intéressant pour moi, puis je veux revoir ça, il y a toujours possibilité aussi. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une passerelle qu'on leur donne de façon automatique. Donc, c'est sûr que nous, quand on fait les analyses de candidature, on voit si l'étudiant est en provenance d'une technique et on lui offre la possibilité de recevoir la passerelle, donc les 24 crédits reconnus, mais c'est lui qui va décider si il veut ou non se prévaloir de ce privilège-là. Donc, c'est pas mal ça.
au niveau des blocs de formation. Ça vous donne aussi une idée là, des cours qui sont offerts dans les différents blocs de formation en travail social? J'ajouterais peut-être, Nadine, on a ici aussi des cours obligatoires puis des cours optionnels. Les cours obligatoires sont là pour former des étudiants. On forme des généralistes, en fait, en travail social. Hein. Donc, on forme des gens qui vont pouvoir travailler avec toutes les clientèles dans tous les milieux et on peut, si on veut, entre guillemets, là, se spécialiser un petit peu dans les cours optionnels qu'on va choisir par la suite. Mais les cours obligatoires, on va vraiment aller dans les fondements de base du travail social et on va aller dans les 3 méthodologies d'intervention. Parce qu'en travail social, on peut faire de l'intervention individuelle, familiale, on peut faire de l'intervention de groupe et on peut faire de l'intervention communautaire. Donc, à l'Université Laval, on a choisi d'enseigner équitablement ces 3 méthodologies d'intervention. Donc, il y a 3 cours pour l'instant. Éventuellement, on aura 2, mais en tout cas, c'est en travail, mais dans chacune de ces méthodologies-là. Donc, on forme les étudiants là, pour qu'ils soient capables de travailler dans les 3 méthodologies principales là, du travail social. Puis ensuite, dans les cours optionnels, il y a toutes sortes. On peut aller avec les jeunes, les familles, les enfants, les aînés en maltraitance. Après ça, il y a toutes sortes de choses qu'on peut spécialiser, la violence conjugale, des choses comme ça. Donc, c'est peut-être juste ça là, que je voulais ajouter. Oups, voyons, ça... je ne veux pas vous donner mal au cœur, j'ai de la misère avec la souris. Peut-être avec ce tableau de cheminement-là, mentionné, comme un peu le disait Nadine tout à l'heure, le cheminement est plus court, c'est certain, quand on a fait une technique avec la technique en travail social, mais ce n'est pas forcément raccourci d'une année complète si on le fait à temps partiel ou si on considère les préalables qu'on a à réussir pour certains cours et qu'il y a des cours, justement, des cours obligatoires essentiellement qui sont offerts une seule fois par année. Donc, il faut vraiment que l'étudiant soit à l'affût, qui suivent son cheminement comme il faut. Il y a un rapport de cheminement qui lui permet justement de voir toutes les étapes de son programme. Là. Il peut à ce moment-là être vraiment responsable de tout son cheminement. Là. On leur présente un cheminement où ils peuvent faire le bac en 6 sessions, 7 sessions, 8 sessions. Donc, ça leur permet là, de choisir en fait la charge de travail qu'ils veulent avoir parce qu'on sait que les étudiants, la plupart travaillent en même temps, en plus d'étudier. Et donc, on voit ici que dans notre premier cheminement, ce qu'on avait tantôt, avec le premier cheminement de 6 sessions, là, c'est quand même 6 cours par session. Donc, c'est énorme là, quand même comme charge de travail. Donc, il y en a qui préfèrent travailler à l'extérieur, gagner un peu d'argent en même temps qu'ils étudient. Donc, ils vont faire leur bac en 7 voire 8 sessions pour pouvoir travailler en même temps. Là. On peut travailler quand même en faisant 6 sessions, mais là, c'est beaucoup de travail, là, en fait. Donc, voilà. Les milieux de stage sont les mêmes que les milieux dans lesquels ils vont éventuellement être embauchés par la suite, évidemment. Donc, ça reste encore des milieux communautaires, des milieux du réseau de la santé, des milieux scolaires. Et on a aussi la possibilité de faire les stages dans leur région et également de faire des stages à l'étranger. Et on a eu des stages au Sénégal, Chili, Suisse. Il y a quelqu'un qui s'occupe expressément là, de ces stages à l'étranger. Puis peut-être une particularité qu'on a au niveau du bac dans nos stages en travail social, c'est que les étudiants doivent détenir un permis de conduire et avoir accès à une voiture parce qu'ils auront à se déplacer là, dans le cadre de leur stage pour aller rencontrer là, la clientèle, tout ça. Donc, il faut qu'ils puissent se déplacer. On sait, là, à Québec et des fois à d'autres endroits, les transports en commun, ce n'est pas l'idéal. Là. Donc, ça prend des voitures. Là. Donc, ça, c'est quand même un point important là, que les étudiants doivent connaître. On me demandait dans le chat des exemples de stages en criminologie dans la ville de Québec. Dans la ville de Québec, on pense notamment au bureau de probation. Ça, je sais que c'est un des endroits où il y a souvent des stages qui ont lieu dans la ville même. Donc, les bureaux de Sainte-Foy où ils vont agir comme agents de probation. Donc, en gros, agent de probation, à ce moment-là, c'est agent de probation en milieu communautaire, en milieu de... On l'appelle ça en milieu communautaire parce qu'ils ne sont pas en pénitencier là, ou en milieu carcéral. Et donc, ils vont rencontrer, comme agent de probation, ils vont rencontrer
des individus faire de l'intervention puis faire de l'évaluation, gestion du risque, donc à savoir est-ce qu'il respecte bien les mesures qui lui ont été imposées suite à sa sentence. Ils vont avoir donc des rencontres à faire avec ces individus-là. Donc, quand ils font les stages, ils vont vraiment prendre le rôle d'un agent de probation ou d'un agent de libération conditionnelle pour pouvoir apprendre justement là, les rudis, puis de pouvoir se familiariser avec l'évaluation et la gestion du risque notamment. Donc, c'est des exemples de stages que vous pouvez voir à la Ville de Québec au niveau plus détention. Il va y avoir sinon aussi d'autres possibilités dans la Ville de Québec, beaucoup des milieux communautaires. Je pense au PIPQ, qui est un organisme communautaire au niveau de tout ce qui est le travail du sexe. Il va y avoir aussi toutes les ressources ou centres de dépendance. Donc, il y en a c'est quand même assez varié. Là, vous avez vu cette année, on avait à peu près 25 étudiants qui ont réussi à faire leur stage dans la ville même de Québec. Mais c'est important que vous sachiez que ce n'est qu'une minorité de nos étudiants qui vont faire leur stage à Québec même. La plupart vont être appelés à sortir dans la grande région, donc Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, et d'autres vont même délibérément là, choisir d'aller vraiment encore plus loin puis faire leur stage en région. Donc, c'est juste qu'il ne faut pas que les étudiants rentrent avec l'impression qu'ils vont faire leur stage à Québec parce que l'Université Laval est à Québec. Donc, ça aussi, on leur dit dès le départ là, assez tôt dans leur parcours. Au niveau du... Sophie, est-ce qu'il y a des discussions avec l'Ordre pour rendre la maîtrise obligatoire pour porter le titre de travail social? Ils en ont parlé longtemps. Là, je n'en ai plus entendu parler récemment, mais moi-même, je ne suis pas membre de l'Ordre, donc je n'ai pas accès à ces conversations-là. Puis je ne suis pas dans des comités, mais j'apprendrai ces affaires-là probablement dans les prochaines semaines, mois, mais pas encore à ma connaissance. En tout cas, ce n'est pas fait du tout. Là. On est loin de là en ce moment-là. C'est sûr que les étudiants qui rentrent là, qui vont faire leur bac au complet, vont pouvoir être travailleurs sociaux dans 3-4 ans. Ça ne sera pas changé d'ici 3 ans. Ça, je suis pas mal sûre parce qu'on n'en parle pas encore. Ce n'est pas du tout dans les cartons. Là. Donc, préalable, on va peut-être y aller rapidement. Là, je vois le temps qui passe. Ça passe toujours vite quand on a beaucoup de plaisir. Donc, au niveau du travail social puis de criminologie, peut-être, Gisèle, je te laisserai la parole là, pour que tu puisses toi-même bien les comparer. Là. C'est bon. Donc, de façon générale, pour être admis, soit dans l'un ou l'autre des programmes, ça prend le DEC. Ou si on est candidat adulte, à ce moment-là, il ne faut pas avoir de scolarité préparatoire puisque le programme est contingenté. Il y a des cours préalables à faire. Dans les deux cas, ils peuvent être faits au cours de la première session d'admission au programme. Mais c'est sûr que si ça peut être fait avant, c'est beaucoup mieux parce que la session, elle est intense, comme vous l'avez vu. Et donc, en travail social, on demande les méthodes quantitatives en sciences humaines et le cours d'introduction à la psychologie, tandis qu'en criminologie, on demande seulement méthodes quantitatives en sciences humaines. On a les équivalents à l'université, sauf que ce qu'on offre à l'université est plus avancé que ce qu'on demande en réalité. Ce qu'on offre, ça correspond à méthode quantitative avancée, ce qui est souvent plus difficile pour les étudiants. Donc, en tout cas, ça, on se fait souvent poser la question. Si on vous la pose à vous, moi, je leur suggère fortement de plutôt le suivre avec Cégep à distance ou dans leur Cégep parce que le cours 360-300 correspond vraiment aux méthodes quantitatives en sciences humaines. Tandis que ce qu'on offre, le STT 0150, va correspondre davantage aux cours que vous offrez au niveau Cégep, NYK, NYB, NYC. Donc, c'est vraiment la combinaison des trois. Donc, c'est un niveau plus avancé. Peut-être aussi préciser que pour ceux qui n'ont pas la cote, parce qu'on s'entend que, étant donné que ce sont 2 programmes contingentés, on analyse les candidatures à peu près toutes au même moment et on fait les offres en commençant par le plus fort, en descendant jusqu'à l'atteinte du contingentement. Alors souvent, les candidats qui ne sont pas retenus vont chercher une façon d'entrer par la porte d'à côté. Par exemple, en travail social, il faut savoir que le certificat, en criminologie aussi, ça ne conduit pas à une admission automatique au programme. Donc, il faut vraiment
pas leur mettre ça en tête parce que oui, ils peuvent prendre de l'avance dans la discipline. Ils ont les cours, dans certains cas, qui correspondent, mais ça garantit absolument pas une admission au programme. En plus, ils vont changer de statut, ils vont passer de collégien à universitaire, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que là, on compte la cote de rendement collégial et la cote universitaire. Donc, dépendant de leur situation, ce n'est pas forcément avantageux pour eux. Donc voilà, je ne veux pas non plus trop élaborer sur la question parce qu'effectivement, on n'a pas tant de temps, mais voilà. Ça résume à peu près. Gisèle, peut-être nous dire, là, parce qu'on était dans la période justement d'admission, là, nous, en criminologie, on a un contingentement de 120 étudiants. Oui. On travaille pour essayer d'augmenter dans les prochaines années ce contingentement-là parce qu'on a beaucoup de demandes. Mais cette année, on a eu, je pense, comme beaucoup de programmes, une hausse assez considérable du nombre de demandes qui a été faite. Et donc, la cote, quand même, déjà, qui était une cote collégienne, là, je parle assez importante. Elle a augmenté encore plus, si je ne me trompe pas. Donc là, on est plus dans les eaux de 28, 29, Gisèle? Oui, en fait, au 1er mai, on est descendu à 29 506. Puis, à partir du 15 mai, on a fait d'autres offres. On est allé dans notre liste d'attente et on est descendu à 28 952, ce qui n'est pas très bas. Voyez-vous, en travail social, on est descendu à 26 815. Donc, de façon générale, criminologie est toujours un peu plus élevé comme cote. C'est sûr que le contingentement est moins élevé aussi. Exactement. En travail social, on accueille 155 nouveaux étudiants. Ça aussi, c'est peut-être appelé à augmenter, mais ce n'est pas fait encore. Et c'est ça, on accepte aussi, on réserve des places pour 2 candidats autochtones et pour des candidats qui auraient la technique en travail social et au moins 2 années d'expérience pour être admis au bac en travail social. Donc, ça, c'est des admissions hors contingentement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ces candidats-là peuvent avoir une cote légèrement inférieure à celle qu'on a retenue pour les admissions régulières, mais il faut quand même qu'il y ait une cote minimale. Là, on tourne la cote autour de 25 pour ces candidats-là. Super. Ensuite de ça, donc, on va peut-être rapidement plus aller avec ça, là, mais il y a 3 certificats qui sont possibles à l'école et on vous en parle dans le cadre d'un bac multi, là, mais travail social, gérontologie puis criminologie. Je pense que l'essentiel, je vais vous les montrer rapidement, mais l'essentiel, je pense que Gisèle vient de le dire. Souvent, on se fait poser la question, si je n'ai pas rentré en criminologie au baccalauréat ou au travail social au baccalauréat, est-ce que c'est possible pour moi d'aller faire le certificat puis de rentrer après ça puis de pouvoir, ça se fait, mais ça se fait souvent pour les étudiants qui étaient déjà à la limite de pouvoir rentrer dans les programmes et non pas ceux que la cote était déjà trop faible et qu'on sait que ça va jamais marcher. Donc, ça ne leur donne pas une porte d'accès privilégiée. Et pour ceux que ça fonctionne, pour ceux qui étaient, par exemple, sur la liste d'attente une année, ça se peut très bien que l'année suivante, ils rentrent, ils soient capables de rentrer. Et donc, à ce moment-là, il faut savoir que les cours qu'ils vont avoir faits en criminologie, notamment, au certificat, vont être des cours qui vont pouvoir être crédités pour leur programme de baccalauréat. Les cours qu'on offre en criminologie au programme de baccalauréat sont ceux qu'on offre aussi au certificat. Donc, le cheminement n'est pas le même, les cours obligatoires ne sont pas les mêmes, bien entendu, mais les cours, c'est donné par les mêmes professeurs au sein des mêmes cursus. Donc, ces cours-là sont par la suite, c'est possible de les faire créditer aussi. J'en profite aussi peut-être rapidement juste pour dire au niveau parce que je sais que pour travail social, ça se fait, il y a des passerelles, notamment avec la technique en travail social. En criminologie, on n'a pas encore ce type de passerelle-là, mais sachez qu'on travaille activement, Gisèle d'ailleurs et moi-même, à essayer de développer ou de voir les possibilités de développer des passerelles au niveau notamment des techniques d'intervention en délinquance. Donc, on va commencer à regarder, là, c'est dans les chantiers à venir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être nécessairement possible pour cette admission-ci ou cette année-ci, mais c'est quelque chose qui est dans les cartons, comme on peut dire, là, pour faire progresser un peu parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'étudiants qui arrivent avec déjà une technique puis qui veulent se faire reconnaître certains cours. Ceci dit, les cours peuvent être déjà reconnus s'ils arrivent. Des fois, on est capable de trouver des équivalences, mais ce n'est pas une équivalence qui est automatique. C'est sous examen puis sous évaluation.
Ensuite de ça, ici, on a des questions. Pouvez-vous nous donner des exemples d'alternatives intéressantes au niveau des certificats, excusant des certificats? Je ne suis pas certaine de comprendre, Mme Régis, mais Oui. peut-être on va... Oui, vas-y, Gisèle. En fait, là, ce que je comprends, c'est que l'étudiant qui ne peut pas entrer parce que, par exemple, travail social a un indice de force pas suffisamment élevé pour faire augmenter sa cote de façon significative, ben, c'est d'aller vers d'autres programmes dont l'indice de force va être plus élevé. Pour connaître l'indice de force des différents programmes, on peut se référer à la table des étalons que vous pouvez trouver facilement sur le site de l'Université Laval. En fait, vous pouvez simplement sur Google écrire table des étalons U-Laval et vous allez tomber pile sur le tableau en question. Et la façon pour bien le comprendre, parce qu'il y a vraiment un paquet de chiffres là-dedans, on peut s'y perdre, vous y allez par discipline et dans la colonne de droite, vous avez des exemples de calcul de la cote de rendement. Donc, simplement vous référez à la note, par exemple, A, B, C, puis vous voyez en dessous ce que ça donne comme cote de rendement. Puis ça va vous indiquer l'indice de force de la discipline pour savoir, ben, est-ce qu'un A, par exemple, ça vaut plus cher si je suis en économique ou si je suis en criminologie ou en sociologie, en travail social. Donc, c'est la façon d'aller choisir la discipline. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus choisir une discipline uniquement par son indice de force, parce que je pense que tout le monde le sait, si on essaie d'étudier dans un domaine qui ne nous passionne pas vraiment, on n'aura peut-être pas les résultats adéquats, on n'aura pas la motivation nécessaire pour bien réussir. Donc, essayons de combiner les deux. Donc, un indice de force assez élevé, mais bien sûr, garder une discipline connexe à notre champ d'intérêt pour s'assurer une meilleure réussite. Là. Il y a une question aussi par rapport aux places pour les candidats autochtones. C'est 2 places en criminologie, puis il y a 2 places aussi en travail social. Oui, c'est ça. C'est vraiment 2 places pour chacun des 2 baccalauréats, non pas 2 places pour les 2 non, c'est vraiment combinés. C'est distinct. Donc, c'est 2. Ouais. Ensuite de ça, pour les certificats au niveau de la cote R minimale, en fait, tous ceux qui appliquent à l'Université Laval sur les certificats n'ont pas des cotes pour rentrer, sauf la cote, je pense, minimale de l'université. Gisèle, c'est tout ça? Ben, en fait, on dit, oui, une cote minimale de 22, mais ça, c'est la faculté qui a OK. une cote minimale. Donc, en fait, non, même pas. Pour la cote collégiale, il n'y a pas de minimum dans un certificat. Donc, à partir du moment où le DEC est obtenu, avec ou sans mention, on est admissible au programme. Au certificat, exactement. Oui, mais même chose au bac. Si on a la cote, là, je ne parle pas de 22, mais si on a la cote minimale qui tourne autour de 27-28, là, même si on a un DEC sans mention, on est admissible quand même au programme. Annie Picard vous a mis là, pour tout le monde là, dans le chat le lien pour aller voir la table des étalons. Donc, vous pourriez la consulter de là, puis peut-être la sauvegarder dans vos outils pour pouvoir y référer pour plus tard. Il y a un ordre en criminologie, oui, c'est l'ordre des criminologues du Québec. C'est ce que j'ai mentionné tantôt. Est-ce que c'est nécessaire ou obligatoire pour intervenir? Ça a l'air un peu bizarre parce que ça a l'air simple comme question, mais c'est un petit peu trouble comme question dans la mesure où non, ce n'est pas nécessaire, mais de plus en plus, ça va l'être. Ce qui fait que parce qu'on est encore un jeune ordre, il y a des milieux, je pense notamment au milieu carcéral, où ils ne peuvent pas forcer qu'on soit formellement criminologue pour être embauché parce qu'on ne porte même pas le titre de criminologue, on va porter le titre d'agent de libération conditionnelle ou agent de probation. Mais il y a des milieux, je pense notamment au centre jeunesse, où c'est obligatoire. Donc, ce n'est pas obligatoire dans tous les milieux, mais c'est de plus en plus fortement recommandé, disons-le comme ça, pour la sécurité autant des populations auprès desquelles on intervient que pour le criminologue ou l'intervenant lui-même, de faire partie de cet ordre-là qui va vraiment encadrer puis s'assurer que tous les aspects éthiques sont respectés de part et d'autre. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais ça le devient de plus en plus.
J'apporterai peut-être une petite précision sur la diapo qui est à l'écran présentement. Le bac multi peut être composé de 3 certificats. Ceux qui sont à l'écran présentement, c'est vraiment les certificats qui sont offerts à l'École de travail social et de criminologie. Mais il y a vraiment différentes composantes possibles. On pense par exemple à la psychologie ou à la psychologie du développement humain, certificat en dépendance, en santé sexuelle. Donc, il y en a plusieurs autres là, que l'étudiant peut fréquenter. Tout à Puis, il y a fait. peut-être un indice de force intéressant aussi. Donc, c'est tout ça à voir, là. Tout à fait. On vous a mis ceux-là juste pour vous donner une idée là, de ce qui était offert, nous, ici à l'Université en travail social et criminologie, là. Donc, vous aurez accès aux documents, là, mais vous allez voir là, un peu, on vous a mis le cheminement puis les cours proposés pour chacune de ces certificats-là en gérontologie, en vous montrant un petit peu aussi les particularités ou les mises en garde, là, justement, que ce n'est pas des formations qui vont vous permettre, d'après ça, une porte facilitante là, vers le baccalauréat. Donc, ça, c'est pour le certificat en criminologie aussi. Donc, même chose de ce côté-là. Là. Vous voyez un peu les formations de base en bleu, là, les cours obligatoires, puis après ça, les cours optionnels qui peuvent venir chercher parmi la gamme de cours optionnels offerts dans le programme de baccalauréat. Rapidement, parce que je sais que j'ai des questions là, par rapport à ça dans le chat. Là. Au niveau de la criminologie et du travail social, bien, il y a la possibilité de poursuivre à la maîtrise. On vous a mis ici les exigences pour pouvoir continuer à la maîtrise, en sachant que bon, il y a toujours des exceptions puis des parcours particuliers, mais ça vous donne une idée là, sur les prérequis pour pouvoir rentrer à la maîtrise, soit en criminologie, soit en travail social. Il y a aussi, après ça, il y a le doctorat en travail social, puis on travaille notamment à développer d'ici quelques années, j'ose croire, le doctorat aussi en criminologie. Donc, bientôt, on sera au sein de l'école, là, 2 disciplines avec les 3 paliers d'études supérieures, baccalauréat, maîtrise et doctorat. Donc, ça vous donne ici un peu une idée des exigences pour pouvoir rentrer suite à ça à la maîtrise. J'ai peut-être une question ici pour toi, Gisèle. Pouvez-vous nous parler des élèves qui complètent un baccalauréat dans un domaine connexe et qui font une demande à la maîtrise avec propédeutique? Oui, en fait, c'est qu'en travail social, tous les candidats qui ne sont pas issus du bac en travail social ont forcément une scolarité préparatoire à réussir. Elle est de 30 crédits obligatoire. On ne peut pas faire moins de 30 crédits. Et c'est une scolarité qui se fait à temps plein. Donc, pas de possibilité d'être à temps partiel non plus. Il faut avoir fait un cours de méthode quantitative avant ou pendant la première session d'inscription au programme. C'est fortement recommandé de le faire avant parce que justement, les sessions de scolarité préparatoire sont très intenses à la maîtrise. Et puis, contrairement au bac, l'exigence d'anglais est une exigence d'admission et non de diplomation. Donc, on pourrait se voir refuser une admission si on n'a pas satisfait le niveau d'anglais exigé. On va voir l'exigence non satisfaite pour un candidat qui arrive d'une autre université qui n'a pas forcément cette exigence-là au niveau de son bac, mais si c'est un étudiant de Laval, généralement, cette exigence-là est déjà satisfaite, même si c'est dans une autre discipline que travail social ou criminologie, parce que l'Université Laval exige un niveau minimal d'intermédiaire 2 dans tous les programmes universitaires à l'université. Est-ce que ceux qui proviennent d'un DEC en travail social sont comparés avec ceux d'un autre DEC pour être admis au bac en travail social, même avec la cote R minimale? Pas du tout. On fait vraiment l'analyse des candidatures dans son ensemble, peu importe le DEC. Donc, c'est pour ça que je précisais tantôt que même un DEC sans mention, il est admissible au même titre que les autres. L'important, c'est d'avoir le DEC et la cote, justement, parce qu'on part de la cote la plus haute et on descend jusqu'à l'atteinte du contingentement. Donc là, on ne fait vraiment pas de discrimination quant au programme fréquenté. Et les offres sont faites au prorata des demandes reçues.
Donc, on a 3 types de candidats à regarder, soit les collégiens, les universitaires et les candidats adultes. Les places réservées pour les candidats autochtones sont pour des candidats qui n'auraient pas la cote. Donc, c'est certain que si on a 10 candidats autochtones qui sont sortis du cégep avec une cote de 30, ben, eux ne font pas partie des places réservées. Ils vont avoir une offre d'admission comme tous les autres. Les places réservées sont vraiment pour des candidats qui ne se qualifient pas à la première étape. La même chose pour ceux qui sont issus d'une technique en travail social, qui ont une expérience de travail et qui n'ont pas la cote minimale non plus. Eux aussi, on va faire une offre, ce qu'on appelle hors contingentement. Puis, c'est possible, il y avait une question, est-ce que c'est possible avec un bac multi d'accéder à la maîtrise en criminologie ou en travail social, puis ensuite adhérer à l'un de ces ordres professionnels? Oui, c'est possible, mais il y aura des cours compensatoires à faire. Pour pouvoir, donc il y aura l'année propédeutique là, pour pouvoir atteindre l'un ou l'autre de ces programmes-là, la maîtrise. Pour ce qui est de l'ordre, peut-être que ça, c'est la nuance par rapport à travail social. En criminologie, on atteint l'ordre avec le baccalauréat et le stage, qui fait que de faire la maîtrise ne donne pas accès à l'ordre. Alors, c'est à garder en tête aussi. Si c'est vraiment dans une optique d'adhérer à l'ordre des criminologues, c'est vraiment suite au baccalauréat qu'ils vont pouvoir accéder à ça et non pas avec une maîtrise, avec un bac qui est d'une autre discipline ou d'un bac multi, par exemple. Puis pour ce qui est, il y avait une question par rapport à si les étudiants arrivent avec un bac multi, quelle est leur facilité à accéder à l'emploi suite à un bac multi? Contrairement à un bac qui est disciplinaire, travail social ou criminologie. Là, je ne sais pas là-dessus, peut-être que Caroline, tu vas être capable de mentionner. Mon impression, c'est que ça peut être assez varié, mais ça ne va pas nécessairement mener à un emploi spécifique suite à un bac multi. Je te laisserai peut-être répondre, Caroline. Oui, il n'y a pas de problème. Peut-être la réalité d'un étudiant qui finit au bac multi, son défi, ça va être peut-être davantage de vendre un peu, je vais le dire de cette façon-là, de vendre un peu les compétences qu'il a acquis pendant le bac multi parce que les employeurs, des fois, connaissent moins un petit peu les avantages des différents certificats. C'est là que souvent les étudiants vont venir nous voir au service de placement pour qu'on les aide, dans le fond, à se préparer, à mettre en valeur les certificats, mettons, qu'est-ce qu'ils ont acquis au niveau de l'intervention, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme profession. C'est sûr que, bon, ils ne peuvent pas atteindre ce qui est en travail social ou criminologie, là, comme tu viens d'expliquer, Nadine. Par contre, ce qui est intéressant pour eux, peut-être c'est une bonne information, en centre jeunesse, là, ils ont ouvert les postes d'agents de relations humaines au bac multi, qui souvent étaient plus en travail social. Ils l'ont ouvert en criminaux, en psycho, puis là, ils l'ont ouvert aussi au bac multi, fait que ça, c'est intéressant aussi. Mais c'est vraiment plus le défi de dire, mais qu'est-ce que j'ai acquis, puis en quoi ça peut être intéressant de m'embaucher. Là, fait qu'ils ont plus un travail à faire à ce niveau-là. Oui, puis je pense que le travail, puis on terminera peut-être là-dessus parce que je vois qu'on a déjà dépassé de quelques minutes, mais peut-être terminer là-dessus. Il y a une nuance importante, puis ça, c'est quelque chose qu'on est souvent à dire aux étudiants au niveau du certificat en criminologie, puis je suis certaine que c'est la même chose pour le travail social. Certificat versus baccalauréat, qu'est-ce que ça fait si j'ai un certificat versus c'est quoi les emplois que je peux atteindre avec un certificat? Bien, il faut voir plus les certificats comme des outils qu'on acquiert, des fois des spécialisations qu'on développe parce qu'on est déjà sur le marché du travail, on veut aller se développer des expertises dans une certaine sphère d'activité, mais ça n'ouvre pas sur des postes directement, un peu comme Caroline l'a dit. C'est plus comme un coffre à outils qu'on garnit avec plus d'outils, mais ça ne nous mène pas directement à des milieux d'emploi comme ça pourrait l'être avec un bac en travail social ou un bac en criminologie. Donc, effectivement, là, il y a un petit peu plus de travail de la part des étudiants d'aller vendre un peu leur parcours, leur cheminement, puis leur force dans les différents postes. Donc, il ne faut pas les voir comme une ouverture à des endroits ou des emplois précis, mais plus comme un développement ou l'acquisition de connaissances supplémentaires pour les aider à renforcer les connaissances qu'ils ont déjà dans d'autres sphères ou d'autres disciplines. Je vais peut-être terminer avec la dernière question. Est-ce qu'une majeure en criminaux avec une mineure est suffisante pour avoir accès à l'ordre? On n'a pas de majeure et mineur. Je ne sais pas si c'est en référence ici au certificat, mais ici en
À Montréal, je sais que c'est possible de faire ce genre de parcours-là, mais à l'Université Laval, c'est soit le baccalauréat en criminologie, soit le certificat. Et donc, on n'a pas de distinction mineure, majeure à cet effet-là. Et donc, c'est vraiment le bac au complet qui mène à l'ordre et pas d'autres cheminements pour le moment. Puis, j'essaie de voir ici là, en même temps. Oui, parce qu'à Montréal, ils ont une maîtrise en criminologie avec une option intervention. Puis dans cette option intervention-là, ils vont avoir un stage pratique à faire. À l'Université Laval, on n'a pas cette maîtrise-là en intervention. On n'offre que la maîtrise en recherche, ce qui fait qu'ils n'ont pas l'occasion à l'Université Laval de faire une maîtrise qui va les conduire à l'ordre des criminologues. Et donc, je dirais l'élément central pour arriver à l'ordre, c'est d'avoir fait certains cours, oui, mais d'avoir aussi ce stage pratique-là. Et donc, si dans la formation, ils n'ont pas l'occasion de faire un stage de cette nature-là, de formation pratique, ils ne pourront pas accéder à l'ordre des criminologues. Donc, c'est la nuance ici, peut-être comparé à Montréal, les programmes qu'ils ont. Vous savez que l'Université Laval, ici, les programmes sont encore en développement. On est encore en train de bien établir le baccalauréat, la maîtrise, puis potentiellement le doctorat. On n'a pas encore ces diversités-là de programmes ou d'options comme ils vont l'avoir à Montréal, qui sont établies depuis, je dirais pas belle lurette, là, mais depuis plusieurs décennies. Et donc, ils ont beaucoup plus d'options. Et c'est peut-être ça la distinction, là, pour faire un retour sur une des questions qui avait été posée plus tôt. La distinction entre Montréal, les programmes en criminologie et l'Université Laval, c'est notamment dans la diversité des programmes qu'eux, ils vont offrir ou différences de parcours qu'ils vont offrir en criminologie. Alors que nous, on n'a pas encore cette possibilité-là. Puis je ne sais même pas si c'est quelque chose qu'on va développer tant que ça parce que ce n'est pas encore un besoin ou ça n'apparaît pas en tout cas comme un besoin pour le moment pour les étudiants d'ici. Mais outre cette distinction-là des différents profils, le bac de base, la formation de base, que ce soit à Montréal ou que ce soit ici, est la même justement parce que l'ordre vient un peu légiférer puis encadrer là, la formation pratique puis la formation de connaissances de base. Et donc, voilà, c'est un peu, il y aurait d'autres questions, puis je pense qu'on pourrait encore en parler en long et en large. Si vous avez des questions plus qui n'ont pas été répondues, là, on s'en excuse. N'hésitez pas à communiquer avec, vous allez voir là, sur le site, peut-être que je le rajouterai dans le PowerPoint. Là, il y a des adresses donc, à la gestion des études, on a Gisèle, donc à conseil, je ne la connais pas par cœur comme ça, là, mais vous allez voir que si vous allez sur le site Internet des différentes pages de travail social ou criminologie, vous allez avoir les adresses pour communiquer avec nous si vous avez des questions, pour des fois des détails un peu plus pointus ou des parcours particuliers, puis vous voulez avoir une réponse. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à ça, même par courriel. Puis, oui, alors dans le chat, vous avez maintenant, merci beaucoup Annie, qui vous a mis l'adresse générique pour la gestion des études à la faculté. Vous pouvez donc écrire vos questions et ils seront acheminés là, à la personne qui sera en mesure de répondre à cette question-là. Donc, vous aurez un retour sans aucun doute par rapport à ça. Puis, j'ai comme le goût, j'ai-tu le droit, Annie, de juste répondre une dernière petite question? Oui? OK. Il y a juste une petite question qui vient d'apparaître ici. Pourriez-vous donner un exemple de poste ou de tâche d'un criminologue dans les organismes de renseignement ou de corps policiers? Je prends le temps de répondre parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est peut-être une déformation professionnelle aussi, mais c'est un aspect de la criminologie dont on parle un peu moins, mais qui est tout aussi valable et possible. Donc, l'aspect un petit peu plus d'analyse, de recherche, comme je vous ai fait mention tantôt. Généralement, par contre, il faut garder en tête que ceux qui veulent s'enligner vers ces milieux-là un petit peu plus policiers ne vont pas agir à titre de criminologue, vont vraiment, ils pourraient faire partie de l'ordre, mais ce n'est pas nécessaire pour ce genre d'accès à ces emplois-là. Je pense au ministère de la Sécurité publique ou les corps policiers. Et donc, à ce moment-là, la personne qui est formée en criminologie, on va fortement lui suggérer de faire une maîtrise aussi. Et c'est cette maîtrise-là en criminologie qui va lui ouvrir l'accès à ces milieux policiers-là. Ça va arriver que les corps policiers vont engager ce qu'on appelle des analystes en milieu policier ou des analystes de renseignement. Mais généralement, ils vont prendre des candidats qui ont une maîtrise aussi. C'est parce qu'on juge que c'est à la maîtrise qu'on va venir développer cette capacité-là de réflexion ou d'analyse qu'on a moins le temps de développer au baccalauréat, justement parce que c'est un baccalauréat qui est plus orienté vers l'intervention. Donc, ceux qui sont intéressés à suivre un parcours un petit peu plus avec les corps policiers, à ce moment-là, on leur suggère de faire la maîtrise par après
d'intérêt, de s'impliquer aussi en recherche et dans des projets un petit peu plus avec les professeurs, un peu plus en recherche pour développer ces aptitudes-là et ensuite de ça pourront accéder comme analystes en milieu policier. C'est très diversifié. Il y a différents types d'analystes en milieu policier, mais il va y avoir des analystes qui vont travailler plus sur des enquêtes particulières, qui vont aider en support à l'enquête, faire des liens entre les différents éléments du dossier. D'autres qui vont y aller plus dans une perspective des grandes orientations de prévention, par exemple. Donc, il y a différentes tâches possibles pour ces analystes-là en milieu policier. J'espère que ça répond à la question. J'ai essayé de faire ça de façon assez succincte, mais c'est quelque chose qui me fera plaisir de discuter un peu plus avec vous si vous avez des questions par rapport à ce volet-là, un petit peu plus analyse. Là, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous de vive voix ou par courriel. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là en grand nombre jusqu'à la fin, malgré qu'on a pris un petit peu plus de votre temps que prévu. La présentation a été enregistrée, donc à valider, mais vous aurez accès à cette présentation-là aussi par après. Et le PowerPoint aussi, donc avec les informations qu'on vous a présentées aujourd'hui, en espérant donc que ça vous a été utile à tous. Merci beaucoup à tout le monde qui était là aujourd'hui aussi, là, à toute l'équipe qui a prêté main forte. Puis, ben voilà, bonne fin de journée.